Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue au public, à la presse, aux téléspectateurs. On doit excuser aujourd'hui Madame Longo pour une bonne raison. Elle est devenue jeune maman. Donc je pense qu'on peut, même si ce n'est pas là, on peut l'applaudir. Et lui souhaiter beaucoup de bonheur. Donc, on va entamer l'ordre du jour. Est-ce qu'on ne pose pas de problème pour les 4-5 points qui ont été ajoutés en urgence vendredi? Je vous remercie. Alors, le premier point, affaires sociales, c'est le rapport financier 2025. Pas d'intervention? Merci. Deuxième point, prolongation du plan stratégique de sécurité et de prévention 2025, procédure de soumission du plan 2026. Pas de réaction? Merci. Troisième point, CPS d'Andenne, proposition d'approbation des comptes annuels 2025. C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie. Deuxième point, l'aménagement du territoire. À cette occasion, je souhaite la bienvenue à la représentante du BEP, Mme Hermans. Donc, l'aménagement du territoire de l'Andenne, extension du parc d'activité économique Mécalis. C'est la demande de révision des plans de secteur de Wiwarem et de Namur. On nous demandera tout à l'heure notre avis. Je vais céder la parole à M. Costantini pour d'abord présenter le projet. Bien voilà, merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Permettez-moi de vous dire mon bonheur de voir ce point à l'ordre du jour de notre conseil communal. Je voudrais vous partager mon réjouissement par rapport à l'avancement des différents travaux et qui conduiront d'ailleurs à la présentation dans le contenu du dossier, donc de la révision du plan de secteur pour l'extension du parc d'activité économique de Mécalis par Madame Hermans, effectivement, qu'il faut saluer, qu'il faut aussi remercier pour la qualité de son travail dans ce dossier. C'est un dossier effectivement qui est porté par le bureau économique de la province dans sa partie expansion économique. En clair, le bureau économique joue à nos côtés de porteurs de projets finalement en vue de redynamiser le territoire en province de Namur. Et nous travaillons singulièrement sur le dossier de l'extension du parc d'activités bien connu à Mécalis. Voilà, alors un grand merci au bureau économique pour son efficacité. Et je tiens aussi à souligner la qualité de la collaboration entre les administrations et les collèges respectifs des deux communes concernées, tant de Fernelmont que d'Andenne. Voilà, alors c'est vrai que ce dossier est porté, ou en tout cas en réflexion depuis maintenant près de façon officielle devant le conseil communal depuis près de 13 ans, puisque je me souviens que j'étais tout jeune échevin, que pour la première fois ce point venait sur notre table. Et force est de constater que depuis lors, malgré le travail titanesque mené par toute une série de personnes, et notamment les équipes du bureau économique, les équipes au sein des différentes administrations, les membres du collège concernés, force est de constater qu'à l'heure actuelle, nous en revenons au balbutiement, au début du dossier. Donc, effectivement, le temps passe vite et je tiens en cela à vous rappeler effectivement que l'extension du parc d'activité économique, en tout cas la demande de révision du plan de secteur, est un élément qui est essentiel dans le projet, en tout cas le PST, le projet stratégique communal de la majorité, que l'on souhaiterait voir mener à l'horizon 2030. Alors, je tiens à souligner effectivement cet élément. Pourquoi? Parce que vous avez vu le temps que ça prend finalement pour imaginer et concevoir un parc d'activité économique. Je tiens en cela à faire un petit clin d'œil finalement par rapport au gouvernement wallon et à la volonté de réformer le décret expansion économique. Si nous devions laisser aux mains du privé la conception du développement économique en Wallonie, vous vous doutez bien qu'avec de telles procédures et particulièrement longues, avec toutes les incertitudes qui sont liées à l'obtention des permis, mais aussi au potentiel recours, vous doutez bien que nous aurions des difficultés encore pour développer des zones d'activité économique sur notre territoire. Or, c'est essentiel pour
pour le tissu des entreprises que nous connaissons, TPE, TPME particulièrement dans notre zone géographique, et qui sollicitent aujourd'hui des terrains pour accueillir un déploiement de leur activité. Alors, permettez-moi, sans rentrer dans le contenu de la présentation qui sera faite par Madame Hermans, mais de vous donner quelques éléments qui démontrent finalement la volonté collégiale de bien faire les choses, de les faire en concertant un maximum, de les faire aussi en associant un maximum pour faire en sorte que ce projet soit supporté et soutenu de toutes parts. Alors, je reviens sur une date en décembre 2024, une rencontre avec l'actuel ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Erdekens, M. Sampaoli et Mme Léonard, et le ministre et le bureau économique. Et à ce moment, le ministre nous challenge sur le dossier et souhaite que l'on revoie à la baisse la zone d'extension du parc d'activité économique. Voilà. Entre 2014 et 2024, on a essuyé pas mal de revers. Les gouvernements qui se sont succédés dans toutes leurs composantes n'ont pas forcément soutenu ce projet avec la finalité de l'octroi de la modification du plan de secteur. En 2024, on rencontre le ministre actuel. Il nous challenge, ce à quoi nous répondons positivement, et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés avec les différentes équipes pour vous soumettre ce projet qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Alors, nous étions sur un projet en 2024 d'extension de plus de 50 hectares. Nous revenons aujourd'hui à une extension de 33 hectares 90, avec seulement aujourd'hui 2 communes concernées, les communes de Fernelmont et la ville d'Andenne. Et par le passé, la commune d'Héron était également associée au projet. Alors, je vous parlais d'avoir fédéré autour du projet. Oui, c'est le cas. Notamment ici au conseil communal, c'était il y a plus ou moins une année, où on a défendu à l'unanimité le principe d'extension du parc d'activité économique. Et c'était un élément important pour moi de cette législature, puisqu'il a montré le caractère collégial par rapport à ce projet, et un soutien de toutes parts, toute opinion politique différente. Effectivement, c'est clair que c'est plus facile politiquement pour un gouvernement de soutenir un projet quand il fait l'unanimité au niveau de sa commune ou de ses communes. Nous sommes également allés à la rencontre du ministre ou de son chef de cabinet, et nous avons eu un accord de principe favorable sur le dossier qu'on avait déposé. Donc c'est effectivement aussi un élément positif à souligner ce soir, et effectivement avec la volonté à nos côtés de pouvoir aller le plus rapidement possible, tenant compte de toutes les exigences au niveau du calendrier, pour faire en sorte, dans le meilleur des mondes, que la révision du plan de secteur soit adoptée avant 2030, dans le courant de l'année 2029. On a également fédéré et associé la commune de Fernelmont, avec qui on travaille main dans la main, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons également rencontré une partie, en tout cas ceux pour lesquels nous avions, je vais dire, la connaissance, les fermiers et les exploitants des terres concernées par l'extension du parc d'activité économique. Pour certains, on a pu trouver déjà des accords, donc ça c'est positif, et nous sommes occupés à trouver des solutions pour les autres agriculteurs. La volonté, c'est effectivement d'éviter, à l'issue du projet, une expropriation, bien évidemment. Alors, nous avons également rencontré les citoyens, les riverains, dans le cadre de la réunion d'information préalable. C'était maintenant il y a 3 semaines. Nous avons reçu quelques remarques, mais les remarques ne portent pas sur l'extension de la zone en elle-même. Les remarques, elles portent davantage sur des éléments qui sont chagrinants pour l'un ou l'autre membre de la population, citoyens, par rapport à des permis d'urbanisme qui ont été délivrés, par rapport à des phénomènes de malpropreté, par rapport aussi à des phénomènes de pollution lumineuse. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qu'il faut davantage traiter à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme, qui sont dans ce cas de figure de la compétence du fonctionnaire délégué, mais évidemment, les communes concernées remettent des avis.
nous avons des atouts et à ce sujet, d'autres atouts. Et à ce sujet, je céderai la parole au bourgmestre. Le dernier point que je voulais souligner ici, c'est le besoin. Et là, je fais un clin d'œil à la première échevine, Madame Léonard, qui, au travers des dossiers qui sont traités par Promanden, constate effectivement le nombre de demandes d'indépendants, de petites moyennes entreprises, pour venir s'implanter sur le territoire andonnais, parce que c'est un territoire où il fait bon vivre. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons plus de capacité de terre à offrir. Et d'autre part, nous nous inscrivons déjà dans la volonté du ministre, qui est de challenger le plus possible les entreprises pour faire en sorte qu'on ait un ratio en termes d'emploi et de surface utilisée le plus important possible. C'est-à-dire, en clair, éviter le gaspillage de terrain qui est aujourd'hui particulièrement une denrée rare. Voilà, ces quelques mots en préambule de la présentation. Et puis, je vais céder la parole au président, puisque c'est lui-même qui va la céder au bourgmestre. Ce n'est pas mon rôle de le céder directement au bourgmestre. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur Leschwein. Je vais passer directement la parole à Madame Hermans, parce que Monsieur le bourgmestre prendra la parole pour terminer. Voilà, bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien. Je fais la présentation que j'ai faite lors de la réunion d'information préalable. J'ai repris exactement le même PowerPoint, j'ai juste changé le premier slide. Comme vous voyez, donc effectivement, mon nom c'est Céline Hermans, je suis architecte urbaniste au BEP, gestionnaire de projet, et lors de la réunion d'information préalable, on a été accompagné par Caroline Marler du bureau Com.1, donc qui a eu le rôle de médiation finalement par rapport à la réunion, donc simplement reformuler les questions, veiller à ce que tout le monde s'écoute bien, veiller à ce que tout se passe bien, et effectivement tout s'est bien passé lors de cette réunion, tout le monde a pu poser les questions qu'il souhaitait et avoir les informations nécessaires. Lors de cette réunion, on a pu exposer en fait les différents éléments du dossier. Donc effectivement, Monsieur Constantini l'a dit, le demandeur de ce dossier, c'est le BEP en tant qu'opérateur économique désigné par la région wallonne. On est dans une demande de révision du plan de secteur, donc, qui est encadré par le Code de l'aménagement du territoire. Et les communes concernées sont donc bien Andenne et Fernelmont. L'objet de la réunion d'information préalable, c'était de présenter le projet comme je vais le faire ce soir, également d'informer le public du projet et pour que celui-ci puisse aussi émettre des observations, poser des questions, essayer de bien comprendre les tenants aboutissants du dossier et que ces points puissent être évalués spécifiquement dans un rapport d'incidence qui sera réalisé par un autre bureau, un bureau d'études indépendant du bureau économique de la province. Et donc ce bureau d'études devra en fait reprendre notre travail préalable, qui n'est pas encore un travail très abouti sur certains éléments, puisque voilà, c'est une demande de révision à ce stade-ci. Et l'étude d'incidence, là, ce sera le gros de son travail, ce sera d'analyser tous les thèmes de l'environnement pour vérifier l'impact du projet et faire des recommandations pour les atténuer. Donc ici, c'est très important, effectivement, que lors de la réunion d'information préalable, les gens puissent exprimer différentes craintes ou différentes remarques qui puissent être alors des éléments de réponse à apporter dans le cadre de l'étude d'incidence. Et puis des alternatives également aux projets qui ont été envisagés à ce stade et qui devront être réévalués par le bureau d'études également. Donc, vous voyez, on avait effectivement, la réunion était enregistrée, filmée, pour que les personnes qui ne savaient pas être présentes puissent avoir accès à la vidéo pendant 15 jours, ainsi qu'à la présentation que je vais vous présenter. Et donc ici, le dernier jour était donc vendredi dernier pour remettre des observations et suggestions. On a reçu 4 ou 5, ça dépend comment on compte, remarques qui parlent de différents thèmes, on en parlera tout à l'heure. Donc en fait, oui c'est ça, 4 courriers, 4 mails de remarques. Alors, petit mot de la procédure. Donc, on est au tout début d'une procédure qui, effectivement, se compte en plusieurs années. Et ce n'est que la première procédure. Il y aura une seconde procédure également pour arriver à, finalement, pouvoir faire sortir le parc de terre. Donc, cette première procédure, c'est la révision de plan de secteur, puisqu'en fait, on est sur des terrains agricoles affectés en l'agriculture au plan de secteur et que la demande vise à affecter ces terrains en zone d'activité économique. Donc, il y a un premier dossier qui a été réalisé, donc c'est un dossier qui vous a été communiqué. La réunion d'information préalable qui a eu lieu, donc on l'a dit, il y a à peu près 3 semaines.
les différents avis qui sont sollicités, donc les avis des conseils communaux. J'ai fait la même présentation qu'aujourd'hui, je l'ai fait jeudi à Fernelmont. Et l'avis de la CCAT, ce sera des deux CCATM même, ce sera le week-end, la semaine prochaine, effectivement que ça aura lieu. Donc tous ces éléments sont repris dans un dossier qui sera envoyé à la région Wallonne et qui sera instruit par effectivement la région Wallonne. Et là, on espère un premier arrêté, effectivement, fin 2026, c'était un peu optimiste, début 2027, on espère avoir un premier arrêté du gouvernement qui sera en fait un arrêté qui dit « Ok, on valide les besoins, on estime qu'effectivement le dossier est suffisamment construit, mais maintenant il faut l'étudier plus en avant. » Et donc, il y aura ensuite une étude d'incidence, tout 2027, une étude d'incidence réalisée par un bureau d'études qui devra être désigné. Et à la suite de ça, la région wallonne reprend, le gouvernement wallon reprend un arrêté pour dire on valide l'étude d'incidence, elle est suffisante, elle apporte pas mal d'éléments et on valide les éventuelles recommandations qui seraient faites. Ensuite, le dossier revient auprès de la population via une enquête publique, cette fois-ci de 30 jours. Et de nouveau, la population a la possibilité d'émettre des observations, des réclamations sur base du premier dossier, sur base des deux arrêtés et sur base aussi de l'étude d'incidence qui aura apporté beaucoup d'éléments de réponse qu'on n'a peut-être pas encore maintenant parce que les études doivent être vraiment affinées. Donc ça, c'est bien important de le savoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas encore maîtrisables à ce stade-ci et qui seront apportés dans l'étude d'incidence, c'est bien l'objectif. Et puis, par la suite, on espère, j'ai mis début 2029, on espère courant 2029, en tout cas, le troisième arrêté. Vous voyez que ça prend un peu de temps. Alors, je vais passer cette partie-là, parce que vous savez qui est le BEP. Juste revenir sur notre rôle d'opérateur économique désigné par la région wallonne. Vous voyez sur la carte que, voilà, la province de Namur, on a 36 parcs actuellement dans la province. Il n'y a que 10 parcs qui ont encore un petit peu de disponibilité, dont le parc de Mécalis, mais ça commence vraiment à être très très juste. Et donc, la carte n'est pas très très lisible, mais vous voyez que le parc de Mécalis est effectivement le long de la 42, vous le connaissez. 36 parcs, j'en ai parlé, 1620 hectares équipés. Ça représente, ça a l'air impressionnant comme chiffre, mais ça représente vraiment 0,4% du territoire de la province, donc c'est pas énorme. Et sur ce terrain, on a 1724 entreprises, et plus de 20 000 emplois, pardon. Donc vous voyez que c'est quand même assez efficace comme utilisation du territoire. On a un taux d'emploi net, donc le taux d'emploi à l'hectare d'entreprise qui est de plus de 15 emplois à l'hectare. C'est quand même un taux assez performant. Malgré tout, plus beaucoup de disponibilité. On a un taux de saturation de 93% et plus que 170 hectares de terrain libre, morcelés évidemment, vous vous en doutez, et dont déjà 82 hectares, en tout cas au 1er janvier 2026, étaient en option. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des marques d'intérêt d'entreprise et en général, quand on est au stade de l'option, les projets se réalisent. Parfois, ça ne le fait pas, mais effectivement, globalement, les 82 hectares vont être attribués prochainement. Donc vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de disponibilité. Et pour faire un petit focus sur le parc de Mécalis, c'est un parc qui bénéficie de 46 hectares bruts, ce qui fait à l'hectare net, donc quand on enlève tous les équipements, les voiries, les espaces verts, les bassins d'orage, on est à un peu plus de 35 hectares nets. Sur ces 35 hectares, 22 hectares sont vendus pour 60 entreprises et 650 emplois. Et donc là, on est sur un taux de 30 emplois à l'hectare net, ce qui est vraiment très, très important. Donc vous avez vu la province de Namur avec un taux de 15 emplois à l'hectare. Sur la Wallonie, on est à 17 emplois à l'hectare. Donc vous voyez que Mécalis est très performant déjà. Pourquoi ? Parce que c'est un parc relativement récent et qu'on a déjà appliqué toute une série de mesures pour être efficace et optimiser la superficie et le taux d'emploi. Il reste 6 hectares plus ou moins de libres qui ne sont pas sous option ou réservés. Donc ça nous amène à un taux de saturation de 85%. Et on sait que le rythme d'occupation est quand même assez élevé. Si on prend depuis l'ouverture du parc en 2017, on a un taux d'occupation de 2,5 hectares par an, ce qui est quand même important. Voilà, en fonction de la période qu'on observe, on a même parfois des explosions. Ça dépend s'il y a des grandes parcelles qui sont effectivement dédicacées. Alors,
voilà, vous l'avez entendu, effectivement, pourquoi une nouvelle réunion? Il y a déjà eu une réunion d'information préalable, il y a déjà eu un premier dossier qui a été déposé en 2020. Et ce premier dossier a été challengé par le ministre précédent pour qu'il puisse être amélioré sur différents éléments, notamment les compensations, enfin différents éléments qui ont dû faire l'objet de compléments. Et puis, à force d'améliorer le dossier, c'est bien beau, mais le schéma de développement du territoire est entré en vigueur, donc le 1er août 2024. Il a fallu également s'adapter à ce nouveau cadre wallon et s'appuyer sur la structure du territoire qui avait été définie et sur tous les principes, modalités, objectifs de ce schéma de développement du territoire. J'y reviendrai. Et donc, effectivement, la discussion avec le ministre actuel, c'était d'effectivement réduire le périmètre, puisqu'on avait 52 hectares dans un premier projet, et le ministre a souhaité que le projet soit réduit pour aussi également mieux positionner le projet économiquement, j'y arriverai, la prise en compte évidemment des premières remarques qu'on a vues en 2020, et un meilleur choix des compensations. Je vais vous développer tout ça. Donc le premier projet en 2020, vous voyez, se répartissait de part et d'autre de l'autoroute, et ça, notamment sur la partie Héron, le ministre n'a pas souhaité qu'on continue dans cette direction, et donc le projet s'est reconcentré et, comme vous le voyez, recompacté sur Andenne et Fernelmont. Vous voyez la limite communale et donc le parc de part et d'autre. Et donc, effectivement, comme vous le voyez, on est sur... là, c'est les couleurs du plan de secteur. La zone jaune, c'est la zone agricole. La zone mauve, c'est la zone d'activité économique. Et vous voyez les zones jaunes, rouges et blanches qui sont les zones d'habitat de Petit-Boiret et de Injon. Voilà une autre vue du périmètre avec... j'ai mis des petites flèches jaunes pour montrer qu'on peut tout à fait permettre l'accessibilité de cette nouvelle zone via le parc actuel et via les équipements actuels et éviter d'aller sur les routes agricoles actuelles et d'impacter les villages. Alors, en termes de besoins économiques et de disponibilité, le dossier doit effectivement proposer toute une série de justifications par rapport à la stratégie régionale, mais aussi par rapport aux stratégies communales, par rapport aux besoins, disponibilité, et ça s'étudie à l'échelle d'un périmètre bien spécifique. Donc, il manque toujours 2 petites lettres. Autour d'une micro-région, et donc c'est le périmètre rouge que je vous montre ici. Donc on est à l'échelle de plusieurs communes, et dans ce périmètre de référence, ce territoire de référence, on a un taux de saturation des parcs d'activité qui est à 95%. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plusieurs parcs anciens, des parcs industriels, qui sont saturés. On a un parc à Aiguezé, à Gemblot-Sauvenière, plusieurs parcs sur Andenne également, qui sont actuellement saturés, complets. Et donc, ça fait évidemment monter le taux de saturation global de cette zone. On a aussi le parc de la Houssaye, que vous connaissez, qui est un parc plus récent, qui est un parc d'activité économique mixte artisanale, qui est également complet. Et donc, finalement, les disponibilités foncières, elles sont assez réduites. Elles sont encore un peu en partie sur Mécalis, je l'ai dit, également sur Créalis. Le parc de Kéris également, donc sur Namur, mais qui est un parc spécialisé, donc qui ne répond pas à la même demande pour les entreprises, la même typologie d'entreprise. Encore un tout petit peu de disponibilité sur Écolis, mais c'est fort limité. Et le parc de City, c'est peut-être celui que vous connaissez le moins, c'est le parc de Belgrade, en fait, qui est un parc urbain, et là, qui est également complet actuellement. Et donc, finalement, il ne reste peu de disponibilité, et il faut aussi signaler que dans ce contexte, le parc de Créalis fait également l'objet d'une demande d'extension qui est plus avancée. La révision du plan de secteur a déjà eu lieu en 2024 et on est en attente de la procédure de reconnaissance économique, donc un arrêté qui pourrait survenir prochainement. Donc vous voyez que c'est quand même des procédures assez longues, l'aménagement du territoire et puis la reconnaissance économique. S'il y a des questions sur ce point-là, je vous répondrai tout à l'heure. Je le disais, le schéma de développement du territoire, c'est donc un cadre de planification de la Wallonie. C'est un élément qu'on doit prendre en compte dans l'aménagement du territoire. C'est un recueil d'objectifs, de principes et de modalités. Il y a différents axes. Et l'axe numéro 1, c'est la soutenabilité et l'adaptabilité. Et un des principes liés à l'activité économique, c'est d'anticiper les besoins économiques dans une perspective durable et de gestion parcimonieuse. Et donc, c'est la fameuse optimisation spatiale du territoire. Comme M. Lecheval l'a expliqué tout à l'heure, on doit être performant avec
les terrains parce qu'ils sont rares et parce qu'il faut les utiliser le mieux possible. Les objectifs du BEP sont évidemment dans la même ligne que le schéma de développement du territoire, le principe de consolider un pôle existant en ayant une extension plutôt que de recréer un parc ailleurs, le principe de développement économique inhérent de la sous-région, pas que en DNF-RNO, mais de la micro-région qui draine les emplois et les entreprises, et une densification de l'emploi, je l'ai déjà dit. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, c'est plusieurs principes du schéma de développement du territoire, toujours en termes d'optimisation, d'intensification de l'emploi à l'hectare. Le BEP a déjà pris, on n'a pas attendu le schéma de développement du territoire, évidemment, pour déjà être performant et avoir des exigences précises en termes d'emploi à l'hectare, des critères d'accès aux entreprises. Donc, toutes les entreprises n'ont pas accès au pari d'activité, puisqu'il y a il y a un taux d'emploi nécessaire, il y a une superficie minimale, donc les toutes petites entreprises ne sont pas admises, ou alors dans des villages PME. Vous savez que sur le parc de Mécalis, il y a un village PME qui se développe, donc en fait de l'immobilière d'entreprise géré par un porteur privé et qui permet de trouver une solution à toute une série de petites entreprises qui ne pourraient pas avoir accès dans le parc d'activité. Et ça permet de densifier très très intensivement l'emploi sur une surface réduite. Un autre principe concerne également le fait de réutiliser les terrains déjà occupés, les friches ou les bâtiments non occupés. Et donc là, on active le marché secondaire. Chez nous, on a une très bonne connaissance du marché de l'immobilier d'entreprise, aussi bien en termes de bâtiments, mais aussi également en termes de terrain. Et donc, quand les entreprises viennent nous trouver, on a, allé sur 10 entreprises, il y en a 7 qui peuvent trouver une solution dans un bâtiment existant. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir cette base de données à jour et de pouvoir proposer des solutions de recyclage finalement de bâtiments existants. Et donc, ça permet aussi de réduire finalement la solution ultime qui est pour l'entreprise d'acheter un terrain et de le construire. Donc, ça, pour toute une série d'entreprises, ça fonctionne bien de pouvoir récupérer un terrain ou un bâtiment quelque part. Alors également un principe de l'optimisation spatiale lié au schéma de développement du territoire, c'est le fait de pouvoir réutiliser les friches, donc les sites à réaménager, les fameux SAR. Cet inventaire a été fait, donc c'est tous des sites qui sont répertoriés par le SPW. Il y a des sites qui sont arrêtés par un arrêté de la région wallonne. Et il y a aussi des sites de fait. On les a rescreenés tous en fait au BEP. On a fait tout un inventaire sur toute la province pour voir un petit peu quel était le potentiel effectivement de réutilisation de ces terrains. Alors cette carte date un peu, mais elle est toujours actuelle. En fait, on voit que les sites à réaménager sont très peu présents dans la province de Namur. On n'est pas dans les bassins industriels de Liège ou de Charleroi où effectivement on a beaucoup plus de sites à réaménager. Pourtant, il y en a quand même, parce qu'on a fait le travail, on a 800 hectares de sites à réaménager sur la province de Namur. Ça paraît énorme comme ça, mais il faut savoir qu'ils sont répartis sur 548 sites, ce qui fait qu'on a beaucoup de petits sites en fait en province de Namur. Vous voyez la petite barre jaune, en fait, c'est le nombre de sites qui sont inférieurs à 0,8 hectares. En termes de superficie, on a effectivement plus de sites qui sont entre 0,8 hectares et 20 hectares. Alors les sites de 20 hectares, il n'y en a pas beaucoup, on les connaît et ils sont pour la plupart, enfin ils sont en fait tous réaffectés. C'est par exemple la carrière d'Asti-Moulin, c'est un site qui est sur Namur et qui est affecté en zone d'habitat, en zone Natura 2000, pardon. Et donc c'est un site qui a été réaffecté à la nature pour ses qualités intrinsèques, malgré le fait que c'était une carrière en son temps. La sucrerie de Jean Blou, vous connaissez peut-être, c'est un site qui a été réaffecté à l'habitat. Sainte-Eugénie, Sambreville, donc c'est un site que nous on investigue, on a déjà un premier parc et on continue les réflexions sur ce parc d'activité, donc c'est un site qu'on connaît. Et Saint-Gobain a été réaffecté à Sambreville à l'activité économique. Pour les autres sites, on les a screenés et il y en a beaucoup, comme je vous le disais, qui étaient de moins de 0,8 hectares. Il n'en reste que quelques-uns, 169 qu'on a conservés et qu'on a étudiés. Et on en a retenu 52. Pourquoi ? Pour des critères d'accessibilité, des critères de contexte environnemental. Il y a beaucoup de sites qui sont en fait repris aussi dans des zones d'habitat, des pentes un peu trop fortes ou de l'intérêt pour de la biodiversité. Donc il y a beaucoup de sites qui ont été non investigués. Et sur les 52 sites, on a à peu près 160 hectares encore de terrain.
éventuellement pour l'activité économique. Et vous voyez que finalement, il n'y a que 85 hectares qui pourraient être intéressants pour l'activité économique. L'habitat peut également potentiellement investir ces lieux, et aussi toute une série de sites qu'on pourrait rendre à la nature en désaffectant et en assainissant ces sites. On a fait le travail sur Andenne et Fernelmont. 15 sites ont été relevés, 15 sites pour 56 hectares, ce qui fait 3 hectares par site, donc en moyenne. Hein. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des tout petits sites. On ne s'est pas rivalisé avec le projet évidemment de l'extension du parc d'activité. Donc on n'est pas sur des grands sites on pourrait avoir ailleurs et qui pourraient être intéressants. Si on avait 20 hectares de disponibilité, voilà, on irait, mais il n'y en a pas. Malgré tout, je vous ai pointé 3 sites qui pourraient être intéressants pour l'activité économique ou pour l'habitat. En termes de disponibilité foncière, on a également regardé au plan de secteur, puisque ici on est dans une révision de plan de secteur, donc on doit vérifier qu'au plan de secteur, il n'y a pas de zones qui peuvent être disponibles pour l'activité économique. Vous voyez toutes les petites taches de couleur, ce sont les zones industrielles ou les zones mixtes de Andenne et Fernelmont, et donc c'est majoritairement des terrains qui sont occupés. Hein. Vous les connaissez, les sites de Seille, de Anton, le parc Mécalis est repris également. Le reste sont tous des petits terrains morcelés, déjà occupés, parfois mal situés, et qui ne sont pas intéressants pour y créer un nouveau parc d'activité, mais qui sont par contre complémentaires et qui peuvent encore accueillir certaines entreprises sur ces sites. Et comme je vous l'ai dit, le marché secondaire, on y est attentif et de temps en temps, on arrive à pouvoir proposer ces terrains aux entreprises. Alors le périmètre d'étude maintenant, je reprends la même image, donc vous avez 2 périmètres. Le périmètre bleu, c'est celui qui fait l'objet de la révision du plan de secteur, et le périmètre mauve, c'est celui qui fait l'objet de l'étude. Donc en fait, finalement, il n'est pas beaucoup plus grand, c'est simplement qu'on va jusqu'aux voiries physiques pour définir un périmètre d'étude. L'extension du parc est concerne 34 hectares, donc le périmètre bleu. On espère avoir 45-55 entreprises, et avec un taux d'emploi assez important, on pourrait arriver jusqu'à 720 à 860 emplois sur le site. Au niveau du plan de secteur, voilà ce que ça représente. Donc c'est effectivement des terrains agricoles actuellement qui sont projetés en termes de révision à être affectés à l'activité économique. Et l'équilibre du plan de secteur doit être maintenu. Donc ça, c'est la législation du Code de l'aménagement du territoire. Ces 34 hectares doivent être compensés par d'autres zones au plan de secteur. Et donc, on est bien à l'échelle du plan de secteur. On est bien dans des taches de couleur. Comme je le dis souvent, c'est du coloriage. C'est un peu hors sol. Et c'est vrai que ça ne touche pas vraiment la qualité agronomique ou la qualité environnementale des sites. On est vraiment à l'échelle du plan de secteur et c'est la législation qui le veut. Néanmoins, vous verrez qu'on est quand même attentif à ces questions d'agriculture et d'environnement. Donc, les sites de compensation qui ont été proposés sont des sites qui sont exclusivement sur la commune d'Andenne. Pourquoi ? Parce que le plan de secteur était fort généreux sur Andenne et beaucoup moins sur Fernelmont. Et donc, il y avait des sites qui étaient effectivement propices pour être proposés en compensation, plutôt sur Andenne. Et puis, il faut aussi dire que les communes d'Andenne et de Fernelmont sont aussi en réflexion sur leur schéma de développement communal afin de pouvoir encadrer finalement l'urbanisation dans les prochaines années sur leurs 2 communes, leurs 2 territoires. C'est des schémas qui sont des réflexions de longue haleine. Et dans ce cadre, les compensations ont été réfléchies par les bureaux d'études respectifs. Et c'est ces 2 propositions-là qui sont ressorties. La première, c'est la ZAC de Coutis. Donc, c'est une réserve foncière actuellement au plan de secteur qui pourrait être urbanisée et qui est proposée en zone agricole, donc pour un peu plus de 13 hectares. Et l'autre site concerne le site du Bois-Frier à Asclin, un peu plus de 22 hectares. C'est une zone de dépendance d'extraction, donc potentiellement une carrière demain, qui est proposée en zone naturelle et agricole pour une toute petite partie. La volonté des communes, en fait, était de préserver la fonction agricole, puisqu'ici, on vient prendre, entre guillemets, des terrains agricoles au niveau de l'échelle du plan de secteur, de limiter l'étalement urbain et de protéger les sites d'intérêt. Limiter l'étalement urbain, parce qu'ici, la ZAC de Coutis n'est pas reprise en centralité, elle est excentrée par rapport au centre d'Andenne.
la volonté de la ville est de ne pas urbaniser cette zone, de la conserver en zone agricole, même si déjà dans les faits c'est de l'agriculture. Demain, elle ne pourrait plus être urbanisable et donc elle reste en zone agricole via cette compensation planologique. On est également pas loin de zones d'intérêt pour la biodiversité, des zones Natura 2000, et donc cette zone qui est propriété communale est proposée en compensation. L'autre site, qui est également une propriété communale, c'est le site du Bois-Friet. Donc vous voyez la hachure mauve, c'est donc la zone de dépendance d'extraction, donc potentiellement une carrière que l'on propose en zone naturelle. Le site, donc propriété communale, est situé dans une zone karstique assez intense. Il y a beaucoup de phénomènes karstiques, donc c'est la dissolution du calcaire qui crée toute une série de phénomènes, notamment des chantoirs. Donc en fait, un ruisseau arrive dans un trou et disparaît dans le sol et ressort plus loin au niveau de la résurgence. Et donc là, il y a plusieurs sites qui sont comme ça dans ce périmètre et qui, s'ils sont un jour mis en œuvre et utilisés pour en faire une carrière, pourraient provoquer des inondations en dessous, en bas, en fait, à Sclin, et impacter potentiellement également le site des grottes de Sclin, qui est un site qui est repris sur la liste du patrimoine de l'UNESCO et qui est vraiment un site intéressant en termes archéologiques, donc historiques, scientifiques, et qui doit être préservé. Donc ce site a été proposé sur les propriétés communales. Et donc là, on est en termes de superficie, on est vraiment voilà, hectare pour hectare, on respecte le code de l'aménagement du territoire. Cependant, la commune d'Andenne a proposé, en concertation avec la commune de Fernelmont, qu'une autre compensation dite alternative, donc c'est une compensation en plus, puisse être proposée, et ce serait la mise sous réserve naturelle du Bois-Friet, mais pas que. J'ai repris un périmètre plus large, c'est petit, vous ne le voyez peut-être pas, mais donc ça reprend la compensation que je viens vous présenter, plus d'autres terrains communaux qui sont actuellement inscrits en zone naturelle et en zone forestière, et qui pourraient être repris dans une réserve naturelle de 60 hectares. C'est une proposition qui est faite par la commune d'Andenne, et on verra un peu si effectivement elle est intéressante. On l'a jugée intéressante effectivement pour toute une série de raisons. Andenne a déjà l'expérience de la réserve naturelle de Sclégnaux avec Natagora, donc connaît bien le mécanisme et donc a proposé cette compensation en plus. Le périmètre, c'est moi qui l'ai dessiné, donc il doit être évidemment challengé par le bureau d'études qui fera l'étude d'incidence et redéfini avec Natagora pour être plus précis. J'ai presque terminé. Maintenant, les alternatives. Donc, dans un dossier comme celui-ci, on doit étudier des alternatives. La première alternative, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, c'est de vérifier au plan de secteur qu'il n'y a pas d'autres zones au plan de secteur qui pourraient en fait répondre aux besoins et à l'accessibilité des sites en question. Et donc, les besoins avaient été estimés à entre 35 et 44 hectares pour les 15 à 20 ans à venir, évidemment. La localisation assez intéressante au niveau de l'axe E42, évidemment, était un critère, et on n'a pas trouvé, évidemment, d'autres zones, donc l'alternative 0 n'a pas pu être mise en œuvre. D'autres alternatives sont également étudiées, des alternatives de localisation. Donc on a regardé dans les zones d'aménagement communal concerté, donc comme celle de Coutis par exemple. Mais globalement, on est chaque fois à côté de l'habitat. Si c'est pour venir mettre des entreprises à l'arrière d'habitation, cette typologie, ça ne fonctionnerait pas, même si des entreprises peuvent s'implanter en zone d'habitat. La typologie des entreprises ici du parc mécaniste ne serait pas compatible avec l'habitation. Et les SAR, j'en ai parlé aussi, on a fait le travail, pas de réelle alternative concurrentielle en SAR. Dernière alternative, c'est l'alternative de délimitation, et on a étudié d'autres sites, donc avec la même superficie et la même accessibilité que le site qu'on a retenu. Donc vous voyez deux délimitations A et B, et évidemment des problèmes que vous comprenez tout de suite, c'est qu'on est en développement à l'arrière d'habitation. Donc on a la zone d'habitat que vous voyez en rouge et blanc. Développer un parc d'activité derrière des habitations, ça peut quand même créer pas mal de nuisances. On s'approche beaucoup trop aussi. Dans la zone B, par exemple, on est dans la protection de captage d'un captage de distribution publique. Donc ça, c'est à proscrire également. Pour la zone A, on est
vraiment trop proche de l'habitat. On a aussi des axes de ruissellement et on est dans la centralité de Petit-Waret. Donc, pour ces raisons-là, qui sont développées un petit peu plus dans le dossier, on a écarté ces deux alternatives. Tout ce que je vous explique ici va vraiment être réétudié plus en profondeur avec un screening de toutes les thématiques de l'environnement par le bureau d'études. Donc ici, c'est une première analyse, une première étude qui est faite à notre échelle, mais qui sera faite par un bureau agréé en études d'incidence et qui va rechallenger le dossier. Je reprends la procédure, comme ça vous voyez bien où on en est. On est vraiment au tout début. On dépose une demande avec un certain nombre d'éléments, avec un certain nombre de points d'attention qui vont être mis en évidence, aussi bien par la population que peut-être par la CCAT ou par le conseil communal. Et donc tous ces éléments, après, seront analysés par le gouvernement pour les envoyer à l'étude d'incidence. Donc on est vraiment au tout début de la procédure. Je pense que j'en ai terminé. Je vais m'arrêter là. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais reprendre le périmètre. Est-ce que certaines personnes veulent s'exprimer ou... Monsieur Dumont. Merci Madame pour votre présentation, ça nous a encore éclairé davantage. Sans surprise ou pas, je ne sais pas, en tout cas notre groupe va soutenir évidemment cette procédure aujourd'hui qui est soumise au vote des conseillers, même si vous comprenez bien que, à titre personnel, l'artificialisation des sols n'est pas spécialement ma came, mais bon, la politique c'est l'art du possible, et donc ici... il y a d'autres impératifs qui sont sur la table, et donc c'est très important, effectivement, parce que si on ne le fait pas là, on le fera ailleurs. Je voudrais souligner qu'outre tout ce que Madame a dit, l'endroit est quand même bien choisi, parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis du village. Le village est vraiment sur le côté, et donc il y a une zone tampon en plus au bout de comme vous l'avez vu, au bout de la zone, pour les quelques maisons qui reviennent de la rue du Troca, pour lesquelles, effectivement, certains riverains se sont un peu inquiétés. À mon avis, voilà, je ne suis pas certain qu'on peut parler de dépréciation immobilière si les choses sont bien faites, comme elles sont faites rue du Repos ou près du cimetière. À mon avis, c'est pas ça qui va entraîner des dépréciations immobilières. Ce que je voudrais dire néanmoins, c'est évidemment des points de détail par rapport à la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est que mon front est tombé par rapport à la décision qu'on a prise le mois passé, que le chemin de remembrement était désormais interdit aux voitures, puisque je l'ai encore pris, et c'est mon collègue Claudie qui m'a fait gentiment remarquer que je ne pouvais plus prendre, et effectivement j'ai vérifié que les deux signaux étaient mis, mais je dois dire que je ne suis pas le seul, et qu'il y a encore beaucoup de gens qui le prennent. Donc j'invite le collège à un peu de pédagogie par rapport à ça, parce qu'il y a eu des habitudes historiques tellement prises que les voitures continuent à, malgré les signaux autoroutiers, à continuer à prendre ce chemin, etc. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce chemin, je suppose qu'il y a des bonnes raisons que ça devienne un chemin de remembrement, mais que j'espère quand même qu'une fois que tous les travaux des entreprises seront faits, on demandera quand même aux entreprises de réparer ce qu'elles ont détruit, parce qu'effectivement, sur l'entrée puisque c'est surtout sur l'entrée maintenant que le Covivin, si je ne m'abuse, a quand même charrié beaucoup de camions, eh bien, on constate effectivement que le chemin de remembrement est fortement endommagé. Et donc, il me paraîtrait que si un particulier est pénalisé, s'il abîme la voirie devant chez lui quand il construit, il me paraît logique qu'une entreprise doit aussi participer à la remise en ordre du chemin en l'endroit. Pour le reste, j'avais aussi eu vent, mais apparemment, vous êtes au courant qu'il y avait des problèmes de luminosité, éventuellement la nuit, qui viennent d'ailleurs. Donc, faire attention, évidemment, à cela également. Ce qui est évidemment rassurant, c'est que tout le transit va se faire effectivement par les voiries internes de la zone, et donc la rue qui traverse le village ne doit nullement être impactée, puisque la sortie se situe près du terrain de football pour l'ensemble des entreprises. Donc ce sera un vote positif.
Et alors la deuxième petite remarque, c'est l'artificialisation des sols. On sait que, bon, c'est pas une remarque, mais c'est voilà, c'est un état d'âme, je vais dire, parmi l'ensemble des arguments. Et évidemment, supprimer des zones agricoles, même s'il y a des compensations, mais pas toujours exploitables, bah, c'est aussi un point dans lequel il faut aussi faire attention. Je suis sûr que ma collègue Pauline y est attentive aussi. Mais globalement, ce sera un vote positif pour ce dossier. Merci. Merci, Monsieur Dumont. Monsieur Mattard. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, comme mon collègue Hugues l'a bien confirmé, ce sera un vote positif. Et du reste, ce n'est pas surprenant, puisqu'on s'est déjà prononcé largement en faveur du dossier à plusieurs reprises. Et je crois aussi savoir que, malgré parfois les dérapages verbaux qu'on a pu entendre, le ministre en charge du développement territorial a lui-même, et de manière très constructive, et du reste, j'ai eu vent des échanges qui ont eu lieu récemment, a lui-même été extrêmement constructif. Donc, pas de surprise sur le destin, sur l'issue de ce dossier, à court, moyen et probablement long terme, parce qu'on rentre quand même dans une procédure extrêmement longue. Alors, positif, effectivement, mais ce qui serait intéressant quand même, c'est, et peut-être que Madame pourra le préciser, la justification socio-économique, à laquelle je crois personnellement, bien, elle mérite quand même d'être étayée, parce qu'il y a des projections d'emploi qui sont citées. J'imagine qu'elle repose sur des simulations, sur des projections qui sont rigoureuses. Donc je pense qu'il faudra aussi pouvoir les étayer, parce que vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui ? On va entrer dans une procédure longue, avec d'abord un rapport, avec une étude d'incidence, qui donnera lieu, in fine, à des conclusions, un rapport d'incidence. Et cette étude d'incidence, elle va quand même porter sur des choses qui ne sont pas anodines. J'ai parlé de la justification socio-économique. Il y a évidemment l'incidence sur l'agriculture, et je laisserai ma collègue Pauline le détailler, la mobilité, les incidences paysagères. La mobilité, c'est quand même pas rien, parce qu'on sait aussi que la présence d'un zoning, d'une zone d'activité, va générer du trafic supplémentaire. Donc il y aura probablement des mesures d'accompagnement à prendre pour faire en sorte que cette mobilité soit gérable. Après, bon, on verra ce que donne ce rapport d'incidence environnementale. On verra comment on devra en débattre. Je pense que le dossier passe à la CCATM d'ici la fin du mois. Donc, on aura également une discussion en CCATM à ce sujet. Et elle sera évidemment constructive. Mais néanmoins, ce n'est pas un dossier sur lequel on peut se prononcer dans les détails à la va-vite. Il faudra quand même analyser l'ensemble du dossier d'une manière très attentive. Et puis, il y a quand même quelque chose que j'aimerais, avant que Pauline n'en dise plus. Quand on parle de compensation, il faut quand même noter que les compensations, ce n'est pas miraculeusement rendre à l'agriculture ce qui était pris à l'agriculture à un endroit. On sait que ce qui a été cité comme compensation par Madame, ce sont des compensations qui vont déboucher sur de possibles zones naturelles, mais pas forcément, on ne va pas rendre à l'agriculture ce qui a été perdu. Notons quand même que les terres qui sont prises aujourd'hui figurent parmi les meilleures terres agricoles de Wallonie. Donc, et on va compenser avec des zones, même à Coutis, côté condrusien, qui n'ont absolument rien à voir et qui ne sont pas de nature à compenser totalement. Donc voilà, en gros, c'est oui, évidemment, et avec enthousiasme, puisqu'on est tout à fait conscient de la nécessité, et Madame a du reste bien justifié aussi le projet par rapport à la possibilité de convertir des sites à réaffecter en nouvelles zones d'activité économique. On mesure bien la difficulté, on mesure bien toute la difficulté de réaffecter et surtout de réhabiliter des sols qui ont été occupés parfois par des activités extrêmement polluantes. Donc on sait à quel point c'est compliqué. Mais c'est aussi un long parcours qui commence. Et donc le oui que nous donnons avec enthousiasme aujourd'hui ne signifie pas que nous n'aurons pas d'autres débats et que nous n'aurons pas des discussions extrêmement pointues sur le contenu du rapport d'incidence environnementale. Merci, Monsieur Mattard. Madame Léonard ? Oui, merci. Du coup, je ne vais pas paraphraser mes collègues. Voilà, c'est globalement un beau projet, mais évidemment, il y a des points d'attention. Et ça, Madame Léonard, on ne voulait pas parler un peu plus plus pardon, excusez-moi. Ce que je voulais du coup ajouter brièvement, c'est déjà le point le plus court, c'est je trouve que la perspective de réserve naturelle est une excellente idée de manière générale, mais après c'est un avis personnel, je ne l'ai pas argumenté par rapport à
ce volume énorme de 60 hectares. On espère qu'il y aura une suite, en tout cas dans ce sens, où on verra bien avec l'étude d'incidence. Voilà, mes collègues l'ont déjà dit, mais la compensation, elle se fait au niveau du plan de secteur, donc c'est sûr, vous l'avez déjà dit aussi, au niveau hors sol. Mais au niveau de l'usage, de l'utilité du sol et de sa valeur économique, ça n'a absolument rien à voir. Des terres en friche ou en zone d'extraction, on est bien conscient que c'est rien d'équivalent, mais en tout cas, je tiens quand même à signaler, du coup, d'après mes observations, mes infos, on va dire, sur le terrain, où ce dossier ne date pas d'hier, les compensations, les indemnisations, pour certains, les arrangements à l'amiable, un par an, je pense que ça date pas d'hier non plus. Donc voilà, je veux remercier le service patrimoine pour ce travail-là, je pense, c'est bien de le noter. Et c'est sûr que, du coup, Monsieur Constantini l'avait nommé au tout début, ce n'est pas encore tout à fait fini, il en reste, et donc j'ai l'espoir qu'il y aura du coup moyen d'avoir d'autres, on va dire, arrangements, indemnisations au pire des cas, ou sinon trouver d'autres espaces pour cette minorité d'acteurs économiques et paysagers du territoire. Parce qu'on le sait bien, en fait, artificialiser un sol, c'est irréversible. Enfin, le problème des friches actuelles qu'on ne sait pas réhabiliter ou qui sont polluées, voilà, c'est un gros problème actuellement et ça ne va pas aller mieux. Donc, c'est pour ça que le long processus, je pense, heureusement qu'il a lieu, même si ça paraît très rébarbatif, je pense que c'est pour les dizaines, les centaines d'années à venir que ce sera, du coup, entre guillemets, du sol foutu. Donc, autant bien étudier la chose. Et donc, voilà, j'avais envie d'intervenir sur cet éternel enjeu des terres agricoles publiques, parce que du coup, c'est un sujet éternellement d'actualité et en même temps qui ne bouge pas beaucoup, forcément, c'est comme un paquebot. Mais voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil au service transition de la ville d'Andenne, qui du coup fait lien avec le service environnement et le service patrimoine, j'espère, sur cet enjeu. Et ça, grâce notamment à l'impulsion du Conseil de politique alimentaire, donc un petit organe citoyen, si vous voulez, de gouvernance qui est impulsé par la ceinture alimentaire namuroise. Donc, encore un exemple de synergies pluricommunales qui sont bienvenues et inspirantes à développer, en tout cas, ou à maintenir. Ça, je voulais dire aussi que c'est un chouette exemple de synergie entre Andenne et Fernelmont, enfin, entre plusieurs communes. Je pense que ça ne doit pas être évident sur... je dirais dans le travail, mais voilà. Oui, on est content, mais on y veille, en gros. Voilà, merci. Merci, Madame Léonard. C'est la parole à Monsieur le bourgmestre. Non, quelqu'un veut intervenir? Non, il n'y a plus personne. Non, plus personne. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Madame Hermance pour sa présentation et merci à Benjamin Constantini pour la remise dans le contexte de cet important dossier qui, pour rappel, a été initié il y a plus de 10 ans. Et rendant à César ce qui appartient à César, c'est Claude Erdekens qui est venu à l'époque avec Laoussey, qui est venu avec Mécalis, et puis nous avons adhéré à ces projets. On se rend compte actuellement que Mécalis est presque saturé et que nous avons déjà quelques années de retard par rapport à l'évolution de nos parcs d'activités. Pour rappel, la Wallonie se trouve dans une situation qui est quand même extrêmement compliquée. Nous faisons l'objet quotidiennement, et Françoise Léonard et Promanden en sont les témoins, nous avons l'objet quotidiennement de demandes des entreprises qui veulent venir s'implanter, et malheureusement, on n'a pas la possibilité de leur répondre positivement. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces entreprises, puisque nous sommes pratiquement, avec et grâce à l'AIEG intercommunale pour lesquelles j'ai vraiment non seulement du respect, mais une intercommunale dans laquelle je crois, nous sommes pratiquement encore le seul GRD à pouvoir offrir de la puissance électrique aux entreprises qui ont envie de s'installer. Et donc, simplement parce que, à l'époque, quand on a construit Mécalis et Laoussey, quand on a envisagé Mécalis et Laoussey, on a doublé la tresse qui nous permettait, en partant du bois d'Orgeot, de remonter
jusqu'à Mostombe et d'alimenter les différents parcs d'activités. Et à l'époque, c'était pas moi qui étais à la tête de l'AIEG, ils ont décidé de doubler la capacité de cette puissance électrique, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un projet qui tient la route, alors que à d'autres endroits, et je peux parler en connaissance de cause, à d'autres endroits, quand je discute avec certaines personnes, ils nous disent on n'a plus aucune possibilité d'extension, même pour un lotissement. Et donc ici, on a vraiment... L'AIEG est un bijou que nous devons défendre contre vents et marées. Et je salue d'ailleurs au sein du conseil, les membres du conseil d'administration de l'AIEG, quelle que soit la tendance politique, qui se battent au quotidien pour la sauver. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Alors l'intérêt de mécanisme, il n'est plus à démontrer. Parce que les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, si elles ne peuvent pas s'implanter chez nous, elles vont aller dans les Hauts-de-France ou ailleurs, et on ne peut pas imaginer qu'on construit un paradis social sur un désert économique. Donc le besoin économique est là. Nous en avons besoin. Je pense que la population en est consciente, puisque quand on a à la réunion d'information sur la population pour un projet qui quand même concerne plus de 35 hectares globalement de notre territoire, quand on a la population qui vient, mais qui vient positivement s'exprimer, je pense que c'est un projet qui suscite l'unanimité. Je peux entendre les diverses remarques des uns et des autres, mais je pense que la réunion d'information, l'étude d'incidence apportera les réponses aux questions que vous vous posez. Alors, on a travaillé aussi extrêmement positivement avec la commune de Fernelmont, preuve que, au-delà des clivages politiques, on peut faire du travail ensemble. Et je tiens à remercier Benjamin et le service d'aménagement du territoire, mais également le service patrimoine, pour le travail qu'on a accompli. On a essayé, et nous y sommes, je pense, arrivés, de trouver des formules qui permettent d'obtenir les compensations. On est et ça viendra prochainement au conseil communal, réaliser un échange de terrain et de prendre possession à terme d'un terrain sur Fernelmont en échange de terres que nous remettrons à l'agriculture de 8 hectares, 600 à peu près, je pense, de terres agricoles, et en compensation également un terrain à bâtir. Donc nous avons travaillé positivement avec tout le monde. Alors, ce matin, j'ai entendu que vous aviez exprimé qu'on avait parfois malmené le ministre. Moi, je n'ai jamais... Et je pense que les personnes ici autour de la table ne l'ont pas fait. On n'a pas mené le ministre Decken dans le cadre de cette matière. Simplement, nous demandons que tout le monde se mobilise, parce que l'intérêt suprême, je dirais, de la Wallonie, c'est vraiment que l'on crée des emplois et que l'on permette à des personnes qui ont peu de qualifications d'accéder à l'emploi. Et quand je lis les statistiques de l'emploi ce vendredi au collège, et qu'on nous écrit que le nombre de demandeurs d'emploi en demande d'allocation a augmenté, alors qu'on a mis plein de personnes, on les a éjectés du chômage pour les mettre sur le dos de nos CPS et communes, et que je vois que ce nombre de demandeurs d'emploi est en croissance, je me dis, on a vraiment un combat à mener pour l'emploi, et on doit se battre au quotidien. Et je remercie l'ensemble des groupes politiques aujourd'hui qui vont marquer accord sur le dossier, et je pense que c'est une note positive pour l'ensemble des Andonnais. Je vous remercie. Merci, monsieur le bourgmestre. Monsieur Constantini. Mais en réalité, je clôturerai de façon très courte, et je remercie chacun pour vos interventions. Je remercie le bourgmestre pour son mot de clôture. Au final, Vincent a exprimé toute une série d'éléments que je voulais exprimer. C'est très bien. Je voulais vous remercier également à mon tour, et c'est important de le faire, Vincent, pour la cohérence qui est la vôtre. C'est une qualité pour moi en politique. Quand on s'engage, il faut respecter l'engagement, et vous le faites aujourd'hui. Et quelque part, c'est positif, et ça nous continue toutes et tous, ça nous motive toutes et tous à continuer à travailler de façon positive dans ce dossier avec tous les services que Vincent vient de citer, dans la concertation et le dialogue permanent. Voilà. Merci à toutes et à tous.
Merci, M. Constantini. À mon tour, je dirais merci à Mme Hermans pour son exposé très clair. Et alors, je vais faire un petit tour de table pour l'avis. Je vais commencer par 5300. Un vote positif pour 5300. Merci. PSDA. Nous remercions également Mme Hermans pour l'exposé et nous ne pouvons que nous réjouir de perspectives positives pour l'avenir, même si on peut escompter que ce ne sera pas avant 5 ans, de création d'emplois, dont des habitants du village de Petit-Waret en question. Merci, un vote positif donc. Merci. Pour les maires. Vote positif pour le groupe MR. Merci. Et vote positif pour le groupe ADN. Merci. Monsieur Constantini me signale que c'est le même vote qui a lieu à la commune de Fernelmont. Unanimité. Merci. Merci encore, Mme Hermans. Alors, nous pouvons passer au point suivant. Donc, c'est un point qui a été mis en urgence. L'association SBL Le Phare, modification de la représentation de la ville d'Andenne. Alors, c'est qu'il y a 2 PSDA, c'est ça? Il y a 2 personnes PSDA, une personne pour les maires. Un changement, C'est quoi le changement qu'il y a? le PSDA. Un PSDA, une personne PSDA. Et qui est-ce qui est désigné pour le PSDA? Sur proposition du groupe. Hein. Et on propose qui? Philippe Raskin? Oui, c'est une proposition de Philippe Raskin. C'est Philippe. Donc c'est Philippe Raskin pour PSDA. C'est tout. Il n'y a pas un deuxième encore? Un candidat. Un candidat? Ok. Voilà. Ça ne pose pas de souci? Merci. Point suivant, les cultes. Donc je vais me permettre de les énumérer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'interrompez. Fabrice d'église d'Andenel, compte 2025, exercice de la tutelle. Fabrique d'église d'Andenne, compte 2025, exercice de la tutelle. Fabrice d'église d'Andenne, modification budgétaire 2026, prorogation du délai de tutelle. Fabrice d'église de Bonneville, modification budgétaire 2026-1, exercice de la tutelle. Fabrique d'église de Bonneville, compte 2025, exercice de la tutelle. Fabrice d'église de Sclayen, compte 2025, exercice de la tutelle. Église protestante de Seille, compte 2025, exercice de la tutelle. Fabrice d'église de Thon, compte 2025, prorogation du délai de tutelle. Fabrice d'église de Vezin, compte 2025, exercice de la tutelle. Fabrice d'église de Villon-Waret, compte 2025, prorogation du délai de tutelle. Pas de souci? Si. Point suivant est un point divers. Encadrement de l'usage des tondeuses à gazon automatisées, entrée en vigueur de l'arrêté de gouvernement wallon du 9 avril 2026. Madame Allu. J'ai juste une question. Comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler cela? Voilà. Parce que bon, si la tortue est en route, on ne l'entend pas. Voilà. Donc on les entend. Mais bon, comment est-ce qu'on va contrôler en tout cas? Voilà. Monsieur le bourgmestre. C'est M. Gilles, peut-être. La délation des voisins, alors. Les voisins. Donc, Manu, M. Gillette, vous vouliez prendre la parole ou pas? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah voilà, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il pense ça? Monsieur Van Kerkhove? Alors, je me permets d'intervenir là-dessus. Donc, dans le précédent, il y avait déjà un règlement communal qui balisait l'usage des tondeuses à gazon. C'était encore plus flou parce qu'on parlait de 2 heures avant l'interdiction de l'usage, 2 heures avant, 2 heures après le coucher du soleil et 2 heures avant enfin, un truc comme ça. Donc, c'était encore plus compliqué de contrôler. Maintenant, ça reste un règlement communal, donc nul n'est censé ignorer la loi. Donc, voilà. Mais effectivement, sur le contrôle, ça restera compliqué dans les faits. Ce sera au sens des responsabilités de chacun, en fait. Voilà. Merci. En Merci, fait, monsieur simplement, nous nous conformons à l'arrêté du gouvernement, enfin, à ce qui a été décidé par le gouvernement wallon. Donc, on n'a pas le choix. Maintenant, en termes de contrôle, c'est compliqué. Ouais. Monsieur Gillet. Les polices de quartier ne passent jamais le soir ou tôt le matin. Parce que c'est quand même visible le soir, les tondeuses robots
ont des phares, donc on le voit tout de suite en plus. Ouais. Je pense qu'on doit faire appel au sens citoyen de chacun. On n'arrivera pas à tout contrôler. Je ne sais pas contrôler, vous ne savez pas contrôler non plus comme moi, si des personnes roulent en trottinette en sens inverse dans une rue, si des personnes mettent leur casque ou pas leur casque, voilà, donc c'est le sens, je pense, c'est la responsabilité de chacun, et c'est le sens citoyen, et c'est l'appel vraiment à cela qu'on fait aujourd'hui. Je pense quand même que la police de quartier, je sais que c'est compliqué, je sais que les budgets sont compliqués, mais il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de présence de police de quartier pour que les gens sentent qu'ils doivent respecter aussi les règlements. Monsieur Gillet, je peux rêver d'avoir 50 policiers en plus demain, et on va les financer comment? Parce que l'État fédéral prend plein de décisions, et c'est toujours sur le dos des communes. À un moment donné, on va mourir. Et je ne dirai pas ce que j'ai dit un jour en bureau de parti quand j'étais député fédéral. On y est maintenant. Voilà. Voilà. On va passer au point suivant. Point finance. Premier point, taxe communale sur le transport de personnes pour des véhicules de police, exercice 2026 à 2031 inclus. Souvenez-vous, ce point-là avait été retiré du conseil communal précédent. Il est de nouveau ici. Ça ne pose pas de problème? Merci. Deuxième point, ASBL Les Arsouilles, proposition de reconduction de la convention pour l'année 2026, hors gestion à la cabane des Oursons. Monsieur Mattard. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va évidemment voter pour. Hein. Je tiens tout de suite à vous rassurer, ce n'est pas du tout pour nous opposer, mais simplement, je voudrais quand même comprendre un peu puisqu'ici, il s'agit simplement d'une reconduction de convention. Mais il y a quand même une analyse assez... analyse, en tout cas une présentation de statistiques assez détaillées. Ces statistiques, j'aimerais savoir que l'analyse que vous en faites et l'analyse que Mme Legevin en fait depuis 2007 jusqu'à 2025, on passe de 6 361 à 5 677 présences, avec un yo-yo qui va de 8 900 à 12 213 au maximum. Quelles en sont les raisons? Comment analyser l'évolution de ces présences? Et par ailleurs, il y a une demande manifeste et très importante en matière de places d'accueil, qui s'explique évidemment par le besoin de couples de trouver des places d'accueil. C'est un deuxième élément. Puis il y a un troisième élément, c'est que dans le courrier de reconduction qui est proposé, il y a aussi une proposition de l'ASBL d'offrir un nouveau mode d'accueil des enfants, peut-être plus flexible et plus adaptable. Est-ce qu'il a été analysé? Parce que, voilà, il serait peut-être intéressant de savoir si ce mode d'accueil a été analysé. On comprend parfaitement les difficultés budgétaires par rapport à la subvention communale. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que la subvention communale doit d'office être augmentée. Donc, je pense que chaque structure associative et publique doit aujourd'hui faire des efforts. Mais néanmoins, l'enjeu de l'accueil de l'enfance, il est important. Et quand on voit qu'il y a aussi ici une proposition de l'ASBL, mais il me semble qu'elle aurait pu au moins faire l'objet d'une analyse dans la note et d'un avis concret et argumenté dans la note. Madame Magnier. Merci, Monsieur Mattard. Donc, le point soumis aujourd'hui porte sur la reconduction pour les années 2026, comme vous l'avez dit, donc la convention liant la ville d'Andenne et les ASBL Les Arsouilles dans le cadre des co-accueils. Et donc ici, ça se transforme en crèche. Donc, à travers cette convention, la ville apporte un soutien financier calculé sur base du nombre de jours de présence et du nombre d'enfants accueillis. Cette intervention traduit notre volonté constante de soutenir, comme vous l'avez dit, le développement et le maintien d'une offre d'accueil et de qualité sur le territoire andennais. Pourquoi hors cabane des Oursons? Je souhaite préciser que ce point est présenté hors gestion de la cabane des Oursons. Cette structure fait en effet l'objet d'un accord spécifique conclu l'année dernière. Cet accord prévoit une intervention communale de 5 € par jour par enfant accueilli et s'inscrit dans un engagement pluriannuel de 5 ans. Il ne relève donc pas d'un mécanisme de reconduction annuel qui nous occupe comme aujourd'hui. Alors, par rapport j'ai donc une bonne nouvelle. En ce qui concerne donc la future crèche de Vezin,
Le projet poursuit son évolution conformément au calendrier établi. Le collège a marqué son accord sur les dernières étapes administratives du dossier et l'ouverture est actuellement envisagée aux alentours du 20 août, sous réserve des derniers ajustements techniques. Il s'agit d'un investissement important pour notre commune, surtout, soutenu tant par du financement subsidié que par des engagements financés par les communes, avec pour objectif d'augmenter durablement les places d'accueil disponibles pour les familles. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Plus ou moins, merci Mme Légevin. Mais je vais peut-être préciser une de mes questions et peut-être la compléter. Ce serait intéressant de savoir, parce qu'ici on a le cas d'une structure d'accueil, mais est-ce que l'évolution, le trend en yo-yo au niveau des présences s'observe également dans d'autres structures d'accueil? C'est simplement pour comprendre quelles sont les raisons de cette évolution depuis 2007 jusqu'en 2025, avec quand même une diminution presque tendancielle depuis quasi 2020 en fait. Il y a une diminution quasi tendancielle, donc c'est intéressant quand même de mieux la comprendre. Est-ce que ces présences, est-ce que cette évolution, oui, depuis même 2017, effectivement. Est-ce que cette évolution peut s'expliquer par des difficultés socio-économiques croissantes et auxquelles peut-être dès lors il y aurait matière à analyser? Parce que ces places d'accueil ont une importance socio-économique réelle. Elles répondent aussi à la demande, aux besoins de parents de caser leurs enfants pendant leur journée de travail. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est est-ce que cette évolution tendancielle, elle s'observe également dans d'autres structures? Est-ce qu'elle peut être généralisée? Est-ce qu'on peut aussi conclure à un besoin de places complémentaires? On a vraiment, je suis d'accord avec vous, donc je vous rejoins. Donc j'ai vraiment des très bons contacts avec les Arsouilles, avec Images, avec les crèches privées. Et donc il faut savoir que quand 4 familles demandent, justement pour bénéficier d'une place pour leur futur enfant, une place seulement est prise. Donc que ce soit privé, communal, Arsouille ou Images, je pense que c'est dans toutes les villes. C'est pas nouveau parce que moi déjà il y a 20 ans c'était déjà compliqué, mais donc je vous rejoins totalement. Je pense que dans toutes les villes, je l'ai déjà dit à Monsieur Gillet, on manque de place, effectivement. Merci à vous. Monsieur le bourgmestre. Monsieur Gillet d'abord. Une petite question complémentaire. J'ai entendu qu'on allait allouer 1,5 million d'euros de subsides pour des crèches de petite taille. Est-ce que la ville d'Andenne va s'intéresser à ce type de projet pour essayer justement d'augmenter la capacité d'accueil? Alors par rapport à ça, vous êtes au courant de tout, Monsieur Gillet. Par rapport à ça, donc, nous avons été récemment interpellés par l'ASBL Les Arsouilles au sujet d'un mini-projet accueil. Cette réflexion mérite toute notre attention au regard des besoins croissants exprimés par les familles andonnaises. Toutefois, un tel projet nécessite une analyse approfondie de ses implications organisationnelles, techniques et financières. Les modalités de la collaboration avec la commune, les CPS concernés, les possibilités de valoriser du patrimoine existant, ainsi que les éventuels mécanismes de subvention devront être examinés avec attention avec toute décision. Les Arsouilles poursuivent actuellement leur analyse des besoins exprimés sur notre territoire et reviendront vers nous avec des éléments plus précis quant à la possibilité du projet. Voilà, je vous remercie, Monsieur Gillet. Merci, Madame Magnier. Monsieur le bourgmestre. Et moi, je suis un peu triste. Parce que, en fait, j'ai l'impression que le rapport qu'on a fait ici, que j'ai fait au conseil communal par rapport à Images, personne ne l'a écouté. En fait, Images, on a dénoncé le fait qu'il y avait une augmentation des membres du personnel et qu'on avait en parallèle une diminution de l'accueil des enfants. Quand on me pose la question de savoir si c'est comme ça partout et dans tous les secteurs, je me dis, enfin, tu brasses du vent quand tu parles, mais c'est toujours amusant. La deuxième chose, c'est par rapport au co-accueil. Le projet qui nous a été transmis de co-accueil, le mini-accueil, c'est mini-accueil, en fait, l'analyse financière, c'est 0,0,0 à la xème ou à la énième décimale. On n'a aucune projection financière par rapport à cela. Alors permettez-nous de ne pas acheter un chat dans un sac.
Monsieur Matard. Merci, Monsieur le Président. Ramenez le micro près de vous. Alors, Pardon? Oui, je vais aller vite. Hein. Ramenez le micro près de vous, vous entendez. Ah oui. On m'entend pas? Il paraît que j'ai une grosse voix. Ah, ça va mieux comme ça. Écoutez, moi aussi, je suis triste d'entendre le bourgmestre parce que je ne comprends pas son... Je comprends qu'il a un gros chagrin, ça oui. Il a un gros chagrin de constater que on l'a pas écouté, il parle pour rien. Les gens de l'opposition sont des bavards qui bavardent quand ils parlent. Enfin bref, mais je vous comprends, hein, c'est parfois pas facile la vie de bourgmestre. Non, moi je dis simplement, ce sont des données. Moi, je parle uniquement des données qui sont fournies par la SBL. Je n'ai fait que lire la note du collège au conseil. Je ne fais que lire cette note. Il y a des données chiffrées qui y sont citées de manière assez précise. Deux, il y a une demande dans le courrier. Il y avait une demande, mais il n'y est pas apporté réponse. Il est quand même normal que l'on puisse quand même poser la question. C'est rien d'autre. Je ne pense pas que... Je ne comprends pas. En tout cas, j'espère que ce n'est pas moi qui cause votre chagrin, parce que je n'ai rien dit de nature à vous rendre triste. Merci. Voilà, on peut passer au vote pour 5300. Vote favorable. PSDA. Vote favorable. MR. ADN. Favorable et sans tristesse. Regardez, je souris. Point suivant, réseau, les territoires de la mémoire, renouvellement de la convention de partenariat pour la période 2027-2031. Monsieur Constantini, un petit mot? Mais très bref, parce que c'est l'air de rien, c'est un point qui est important. Quand on parle de territoire de la mémoire, on parle de valeurs, de valeurs humanistes, on parle de fraternité, on parle de solidarité. Et l'ASBL, Territoire de la mémoire, est une structure qui est forte et qui travaille constamment à nos côtés dans différents domaines de la politique communale, avec différents membres du collège et différents services, avec différentes structures aussi structures du territoire. Je parle du centre culturel, je peux parler des musées, je peux parler de la maison de la laïcité, on peut parler aussi des écoles. Et donc, voilà, si le besoin en était de vous rappeler l'importance de ce partenariat, je pense que c'était important de pouvoir le souligner. Tout le monde d'accord sur ce point-là aussi? Merci. Quatrième point, zone de scournage, prise de connaissance, approbation du compte 2025. Monsieur Doumont. Aucun problème par rapport au vote du point, puisqu'on nous demande d'approuver le compte 2025. Juste une petite remarque, sans tristesse aucune, mais on constate que dans le dossier qui était transmis au conseiller, il n'y a pas la note du comptable spécial, ni le bilan, ni le compte de résultat. Je comprends qu'on ne nous envoie pas du tout le compte budgétaire, mais il n'y a aucune annexe du tout. Vous allez me dire, vous savez vous déplacer. Il s'est avéré que mon planning ne m'a pas permis cette semaine de me déplacer pour aller voir le dossier. Donc je trouve que, voilà, purement techniquement, ce serait quand même bien d'avoir 2-3 documents de base pour qu'on puisse évaluer le dossier dans la liasse qu'on nous envoie. Merci. Voilà, ici, monsieur le bourgmestre me disait qu'on va vous l'envoyer. Vraiment approbation pour tout le monde? Parfait. Intercommunal. CHR de Oui, je me suis permis également de reprendre chaque fois les désignations comme ça. Donc CHR de Oui, Madame Cruspin avait été désignée, Monsieur Badeau, Monsieur Boucharouf, Madame Baudard, Madame Magnier, Monsieur Doumont. Enodia, Madame Baudard, Monsieur Boucharouf, Madame Françoise Léonard, Madame Bojanowska, Monsieur Gillot. Les logis en données, Madame Avlange, Monsieur Remson, Madame Bojanowska, Monsieur Pirard, Madame Mathieu. Et Reza Holding, Madame Baudard, Monsieur Boucharouf, Madame Françoise Léonard, Madame Dieudonné et moi-même. Alors, ici, donc, ce que je vous propose, c'est vote positif, comme vous l'avez pu voir. Concernant Reza Holding, moi, personnellement, je ne sais pas m'y rendre demain, parce que je suis sur une autre assemblée générale, je suis à UCETIA. Donc, si quelqu'un sait peut-être y aller dans ce que je vais te citer, parce que moi, je ne serai pas là. Voilà. Il faut un représentant seulement. Point suivant, marché public. Marché public passé par délégation, c'est simplement une communication, donc il n'y a rien de spécial. Point suivant, Régie autonome des sports. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2025
et de l'affectation du résultat. Pas de souci? Merci. Point suivant, c'est un point qui avait été mis en urgence, qui s'est passé ce week-end. C'est fait de la musique des 20 et 21 juin 2026, ordonnance de police portant sur la mesure de police, simplement de confirmation. Point suivant, tutelle, simplement de communication. 10e point, la voirie, parking communal de la rue Annès, modification du règlement d'ordre intérieur. Pas de souci. Et nous arrivons au point 10 bis, question-interpellation. Une seule aujourd'hui, de M. Philippe Matard. Intégration ville CPS, état des lieux de l'objectif opérationnel et planning de mise en œuvre des projets qui s'en déclinent. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. En 5 minutes, je vous promets de faire tout mon possible. Alors, le programme stratégie transversale, on l'a adopté fin 2025. Il y a un important objectif, il y en a d'autres très importants que l'on peut qualifier de transformation organisationnelle, et il s'agit de l'objectif opérationnel 51 pour être précis, objectif ambitieux qui va nécessiter un chantier administratif de très grande envergure. C'est sans équivoque l'intitulé « Travailler à l'intégration du CPS dans la ville ». On ne peut pas être plus clair que ça. L'objectif postule évidemment la recherche de convergence, mais aussi une réforme structurelle. Et c'est du reste ce qui ressort clairement, non seulement de l'objectif lui-même, mais aussi des projets qui s'en déclinent. À les relire, c'est un changement intégral de paradigme qu'il faut s'attendre à moyen terme. Alors, harmoniser le statut et la gestion du personnel. Si je ne m'abuse, le coup d'envoi devait être donné fin 2025, entre communes et CPS. Il n'y a pas de fossé administratif et pécuniaire, mais dans une optique plus fonctionnel, j'ai envie de vous demander où on en est en termes d'alignement des barèmes, d'harmonisation et plus largement de politique RH. Alors, mettre en place un guichet citoyen et social unifié, ambitieux à nouveau, puisqu'il s'agit de conjuguer à la fois les services administratifs en matière de population, en matière de logement et en matière sociale. Et là encore, j'ai envie de demander où en est-on? Alors, je sais que les échéances de départ ont été fixées à fin 2026, mais j'imagine que fin 2026, on ne va pas arriver avec un document tout fait. Il faudra quand même pouvoir le préparer et au moins annoncer l'intention politique de concrétiser clairement cet objectif opérationnel. Alors, c'est un projet qui est quand même assez intégrateur en termes de politique publique, peut-être pas le plus, mais c'est quand même intégrateur. On parle également de mutualiser le pôle technique, formaliser, étendre les synergies, ça supposait des marchés publics conjoints, une planification commune, des interventions et un cadastre des infrastructures. Là encore, où en est-on? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est en cours à ce sujet? Créer un observatoire de la gouvernance et de la performance. Et là, on est quand même en présence de quelque chose de plus structurel, parce que là, il s'agit quand même de créer une structure. Il est clairement question d'un monitoring de la gouvernance et de la performance. Qu'en est-il de la création de cet observatoire, de son rôle, de ses outils, de ses indicateurs? Tout cela est associé à un rendez-vous à partir de fin 2026 jusqu'à une échéance indéterminée. Donc, il est quand même temps de se poser la question sur le mode de travail. Indépendamment de cette indétermination, ce que nous sommes en droit d'attendre, c'est ni plus ni moins un échéancier, une feuille de route, une ligne du temps, un suivi régulier. Et nous ne devons pas attendre la fin de l'année avant de l'avoir. Décembre 2026, c'est dans 6 mois. Et une fois que les vacances sont passées, le temps passe évidemment très vite. C'est d'autant plus important que nous sommes explicitement en présence de projets associés à une transformation organisationnelle et à un changement de gouvernance. Au risque de me répéter, l'ambition est exprimée et déclinée en propos et projets concrets. Ce sont donc des réponses concrètes que nous sommes en droit d'attendre de la part du bourgmestre et du président du CPS, d'autant que lorsque l'on lit les projets, il y a aussi lieu d'expliquer au personnel des deux institutions la manière dont ils devront fonctionner à l'avenir. Si on relit à la lettre l'objectif central et les projets qui s'en déclinent, ne doit-on pas s'attendre à une réforme en profondeur du périmètre administratif communal? Quelle est donc la configuration fonctionnelle de la fiche projet, au-delà de ce qui est précisé évidemment dans la fiche? En gros, comment allez-vous vous organiser? Enfin, sur base de la ligne du temps que vous ne manquerez pas de confirmer, est-il acquis que cette réforme sera bien accomplie dans les délais prévus? Et faut-il lire à la lettre, et c'est ma dernière question, cette intégration du CPS dans la ville, parce que c'est évidemment un objectif qui est lourd de sens. Je vous remercie. Et j'ai mis moins de 5 minutes. Vous avez mis le chrono? Je ne le mets pas, moi. C'est bien, M. Matard. C'est la parole à M. le Président du CPS qui va vous répondre. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre question. Et je vais être franc, elle m'a surprise.
elle m'a surprise parce que vous connaissez bien la matière, parce que ça a été lancé par votre ministre à Municipalia 2025 lors de son premier salon des mandataires, et que c'est venu un peu en donneur de leçons et en disant on va faire une réforme, et un an après, on n'a rien. On n'a rien. En février, quand je suis arrivé, c'est un des premiers points. J'ai demandé au directeur général, tiens, on en est où par rapport à la région wallonne? Nada, rien, rien. Votre ministre a juste fait la communication, et un an après, aucune réponse. On a l'habitude qu'ils ne répondent pas un an après, ou qu'ils répondent un an ou 2 ans après. Mais là, rien du tout. Alors, dire de la part, parce que votre question est adressée au bourgmestre et au président de CPS, donc je laisserai évidemment monsieur le bourgmestre aussi donner son élément de réponse, mais sans équivoque. En termes d'opérationnel 51, comme vous nous en avez fait part, d'intégrale de paradigme, mais quelles sont les mesures qui ont été prises par votre ministre? En fait, on a un chemin qui est droit, qui est clair, et il ne le trouve pas. En bon jésuite, il ne le trouve pas. Je ne trouve toujours pas la différence entre PSC, CDH engagé, et là, on a vraiment un jésuitisme dans le chef de votre ministre. Désolé. J'ai envie de vous dire, on n'a pas attendu la communication à Municipalia pour faire travailler les équipes ensemble. Vous le savez depuis le début, on a réuni les équipes en termes financiers, on a réuni les équipes en termes RH, on a même récemment sollicité les équipes archives pour venir donner un coup de main. On n'a pas attendu une réponse qui ne vient pas du ministre. On n'a rien comme élément. Et la formulation, et c'est ça que je suis un peu fâché, comme ça vous l'aurez compris, la formulation de votre question, c'est comme si il y avait eu un texte régional qui disait, ben voilà, on en est où, et que c'était de notre sort. Mais nous, on a fait le boulot et on n'a pas attendu votre ministre. Hein. Ça fait des années. C'est en 2020 qu'on a commencé en termes de RH, c'est en 2021 qu'on a commencé, je peux me tromper, oui, 2021 pour le RH. On a toujours travailler ensemble, et vous le savez parfaitement bien. Vous le savez parfaitement bien, parce que tous ces points ont été mis dans les budgets, tantôt au CPS, à la commune. Je vous disais récemment l'archive. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous venez avec cette question maintenant. Alors, dans vos 2 minutes, j'imagine que vous vous expliquerez. Oui, ben vous en direz plein, mais en attendant, je n'attends pas des réponses de votre part, j'attends des réponses de votre ministre. Et puis surtout, là où je suis vraiment dérangé par votre question, c'est que vous semblez avoir oublié que votre famille politique a décidé d'exclure des gens du chômage, qu'on a des assistantes sociales qui sont en train de crever, de faire des horaires depuis janvier, et je ne vous dis pas pour les exclusions de juillet, qu'on a dû ramer pour que votre famille politique donne un financement en janvier pour compléter les équipes. Et vous venez de dire, que fait la commune, le CPS, pour réunir ça? On est en train, votre famille politique disait, il y aura 30% au CPS, 30% qui retrouveront un boulot et 30% qui seront dans la nature. On a 34% pour les exclus de janvier, qui sont les exclus liés à 20 ans de chômage. On a 48% des exclus du chômage de mars qui sont pour les chômeurs de plus de 8 ans, et pour les chômeurs d'avril 2 ans, on est à 52%. 52%. Alors certes, ils sont financés à 100% pour le moment, mais 90%, puis 85%, puis 80%, et c'est nous qui allons financer. Et c'est pour ça que je suis un peu... Alors, vous avez le droit évidemment de poser la question, mais de m'entendre dire que vous faites quoi en termes de guichet commun quand votre famille politique a décidé d'exclure, a mis des bâtons dans les roues, pour accompagner les personnes. Quand j'entends que c'est pas la même manière à Namur, et ça vous dérange pas, j'aurais dit, prenons votre question, on change Andenne par Namur, je serais curieux, franchement, d'avoir les réponses. Qu'est-ce que votre ministre des pouvoirs locaux en région a
fait par rapport à cela en termes de financement des communes, avec des difficultés qui sont les nôtres, avec des mesures qui, cumulées jusqu'en 2030, pourront coûter presque 3 millions pour la commune sans aucune compensation? Et qu'est-ce que votre famille politique, au niveau fédéral, a fait comme financement par rapport aux exclusions? Avec le mythe, et votre ministre le disait encore, ah ben le CPS va mettre à l'emploi. Comment voulez-vous qu'un CPS, comme d'une ville de 30 000 habitants comme Andenne, puisse faire ce que le Forum n'a pas réussi à faire? Et c'est pour ça que je suis, je ne vais pas dire choqué, le terme est trop violent, mais la question ne se prêtait pas au débat. Nous avons des assistantes sociales, parce qu'elles sont toutes des dames, qui sont débordées. Il n'y a pas un message dans votre question par rapport au boulot qu'elles font. Il n'y a pas un message de soutien par rapport aux personnes. On travaille à flux tendu pour le moment, et vous venez en disant qu'est-ce que le bourgmestre et le président de CPS ont fait en termes de guichet commun. Mais on travaille à flux tendu, et votre famille politique au Conseil de l'aide sociale a soutenu à 100% et le budget, et les comptes, et le soutien des assistantes sociales. On essaye de les tenir debout. Je ne sais pas comment on va fonctionner en juillet en termes d'organisation. Je ne sais pas comment on va fonctionner en termes budgétaires pour les années à venir. Donc voilà, désolé, c'est la première fois que je serai un peu plus sec que d'habitude, mais venir dire 2026 décembre, c'est dans 6 mois, mais désolé, on a plus urgent que la gloriole de votre ministre qui, à la Municipalia, est venue en disant « Ah oui, il faut fusionner », et pour lequel la Fédération des CPS, qui est aussi dirigée par votre famille politique, et l'Union des villes et communes ont dit « C'est totalement inutile, il n'y a aucun bénéfice financier, il n'y a aucun bénéfice fonctionnel, il n'y a aucune efficacité garantie. » Ça, c'est pas votre ministre, c'est pas moi, c'est l'Union des villes et communes, c'est la Fédération des CPS. J'ai dit, je vous remercie. Je laisserai Monsieur le bourgmestre, puisque votre question a été adressée aux deux. Voilà. J'allais justement intervenir pour le dire, effectivement. L'interpellation étant dirigée vers 2 personnes, je vais céder la parole à Monsieur le bourgmestre et ensuite, vous aurez le droit de réplique, bien entendu. Oui, voilà, le principal, c'est de s'entendre au final. Je vais être très bref. Jules, Jean-Frédéric, dans son expression, a montré un peu son irritation par rapport à la question, parce que je pense que ça l'a touché. À titre personnel, on connaît tous l'avis de la Fédération des CPS et de l'Union des villes et communes de Wallonie. Elle considère qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui, et la priorité, c'est vraiment de soutenir un maximum l'ensemble de notre personnel qui travaille au CPS. Et à ce titre, je voudrais quand même souligner la correction de l'ensemble des membres du Conseil du CPS, majorité et opposition, qui travaillent et qui œuvrent pour le bien commun. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Mattard. On ne m'entend pas. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur le président du CPS, vous, je ne vous ai pas trouvé triste, je vous ai trouvé désagréable et insultant. Parce qu'en fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Tout ce que vous avez fait, c'est une diatribe de 5 minutes sur mon parti politique, les engagés, sur un ministre, peut-être que vous n'aimez pas, mais bon, j'imagine qu'il y a peut-être des raisons profondes. Voilà. À cela, je l'ai bien compris. Et je trouve ça assez déplaisant parce que finalement, plutôt que de répondre à des questions concrètes, moi, quand je regarde le plan stratégique transversal, j'y vois des engagements. Engagements stratégiques, pas engagement politique. Engagement si, je vous invite quand même à le relire. Mais c'est pas vous qui l'avez écrit, c'est vrai. Mais il y a quand même des engagements qui sont sans équivoque sur des mécanismes d'intégration, sur des mesures d'intégration du CPS et de la ville. Alors, il n'est pas encore question, parce que si j'avais vraiment été vicieux dans ma question, je vous aurais demandé, tiens, où en est-on avec la fusion? Bon, c'est bien que ça repose sur d'autres mesures. Ici, vous m'avez répondu, la seule chose que vous m'avez répondu, vous me posez une question sur le plan stratégique transversal, je ne sais pas vous y répondre, mais c'est de la faute de votre ministre. Tant peu déjà, bah si, en gros. Non, j'ai pas dit ça. Ne criez pas, non, ne criez pas. Stop. Pardonnez-moi, mais c'est un peu ça que vous... Bon, allez,
Bon. En fait, qu'est-ce que vous avez dit alors? Quel est le temps que vous avez passé à dénigrer un ministre de tutelle, le ministre des pouvoirs locaux, plutôt que de répondre à des questions qui portaient sur un texte et sur des engagements contenus dans un plan stratégique qui était voté par le conseil communal? Et alors, quand je vous dis que vous êtes désagréable, déplaisant et insultant, je le pense profondément. Parce qu'en fait, il n'y a rien comme fond dans la question que vous m'avez fournie. Pas de fond, hein, aucun fond, à part dire c'est de la faute des engagés qu'il y a une réforme, engagée et un autre parti politique autour de la table, qu'il y a eu une réforme du marché du travail. Allez, c'est clairement orienté d'une manière personnelle, j'ai presque envie de dire ad hominem. Non, mais je le prends comme ça, hein. Okay. Parce que moi aussi, je peux me fâcher, hein. Bon, fâchez-vous. Mais fâchez-vous. Bah, moi, je ne fais pas semblant. Vous pouvez changer 3 fois de nom. S'il vous plaît, j'interviens là maintenant. On est reparti dans nos dérives, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas de réponse à mes questions. Le président du CPS n'a pas apporté de réponse à mes questions. Dites-moi quelle mesure a été imposée, non, c'est terminé. Et financée. J'interviens maintenant, je coupe, j'arrête. Je vous parle du plan stratégique transversal. Rien. Monsieur, j'ai bien compris. Alors, il ne fallait pas prendre cet engagement, alors il ne fallait pas le coucher dans le plan stratégique. Hein. Si les dispositions décrétales vous semblent nécessaires pour pouvoir exécuter une mesure du plan stratégique, il ne fallait pas la prendre. Voilà, c'est terminé pour le droit de réplique. Monsieur Matar, c'est terminé. Monsieur Matar, c'est terminé. C'est terminé. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Avant de dire au revoir au public et à la presse, Monsieur Doumon, vous m'aviez demandé tout à l'heure une question d'actualité. Donc, comme je l'avais fait préalablement avec Monsieur Matar, vous allez me la citer et je jugerai si elle est d'actualité ou pas, si elle doit être citée avant le huis clos ou si elle doit se faire à huis clos. Je vous en prie. Oui, mais moi, je ne le savais pas. Enfin. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir. J'ai combien de temps, Monsieur le Président, pour une question orale? 5 aussi, d'accord. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une vague de chaleur sans précédent pour le moment. Et pour remettre un peu les choses dans le contexte, on est parti pour probablement une vague de chaleur de 15 jours, puisque je vous rappelle qu'il faut que les températures soient supérieures à 25 degrés, avec 3 jours parmi 5 qui dépassent les 30 degrés. Donc on a déjà dépassé. Et au vu des prévisions, on est parti jusqu'au milieu de la semaine prochaine, apparemment, avant qu'on nous redescende en dessous de 25 degrés. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'au cours des 2 derniers débats budgétaires, je suis chaque fois intervenu en parlant de végétalisation. Et ma question va s'adresser à M. Van de Kerkhove. Excusez-moi, je mets en contexte. Hein. C'est bien pour M. Van de Kerkhove que j'ai... le collège peut répondre, évidemment, mais puisqu'il est échevin de l'environnement, ça le concerne au premier chef. Donc j'ai chaque fois parlé de végétalisation lors des débats budgétaires en disant que c'était important de végétaliser les centres-villes. Je vois encore l'ancien bourgmestre des Finances, M. Van de Kerkhove ne s'est jamais vraiment exprimé là-dessus. J'entends encore l'ancien échevin des Finances me dire végétalisation, oui. Mais bon... Je n'ai pas vu encore grand-chose venir. Et je pense que les événements comme qu'on vit actuellement, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Ce n'est plus un fantasme de bobo écolo, excusez-moi. Et j'espère qu'on pourrait faire cause commune pour cela, parce que je pense, et ça c'est la phase du diagnostic, que les vagues de chaleur qui vont se répéter vont devenir le grand ennemi des centres-villes. Que ce soit au niveau environnemental, mais surtout aussi au niveau économique et culturel. Voilà, vous savez qu'il y avait une série d'événements ce week-end. Les fortes chaleurs, ça empêche éventuellement un public plus large de venir. J'ai ouvert mon Facebook avant de venir ici. J'ai vu qu'il y a des gens et des commerçants qui disent déjà qu'ils ne seront pas sur le marché samedi, d'autres Horeca qui ont fermé ce week-end à cause des vagues de chaleur. Et donc, ma question est la suivante, et ma demande, en tout cas, vis-à-vis de l'échevin de l'environnement, c'est de se dire, bon, voilà, j'espère qu'en tout cas, parce qu'autour de la table, il n'y a plus de climato-sceptiques, parce que j'entendais aussi dans les médias avant de venir que
En France, il paraît que les présentateurs météo se font vilipender par certaines personnes en disant mais qu'ils inventent tous ces trucs-là, alors que visiblement non quand même. On peut quand même voir que depuis 10 ans, ça s'est accéléré de manière maximum. Et donc ma demande par rapport à l'Échevin de l'environnement et au collège tout entier, c'est de nous présenter des solutions, de faire un plan, de faire une étude de marché de ce qui serait possible en matière de végétalisation dans notre centre-ville. Alors, il y a du benchmarking qui est possible. Hein. J'ai déjà parlé plusieurs fois de la place de l'Hôtel de Ville à Paris qui est à moitié végétalisée. J'ai vu rue d'Ansart à Bruxelles la semaine passée des bacs d'eau qui ont été créés dans le piétonnier. Ben, tout ce genre d'équipement, c'est pas miracle, hein, c'est purement curatif, c'est pas préventif, mais au moins ça permet de rafraîchir les centres-villes, parfois de plusieurs degrés, et ça les rend vivables pour les activités économiques, les activités culturelles, etc. Alors bon, je sais qu'il y a la configuration, j'avais déjà entendu dire, oui, mais on ne peut pas planter plus d'arbres promenade des ours parce qu'il y a un parking en dessous. Ben, il y a moyen de végétaliser en hauteur aussi. Voilà, il y a différentes choses possibles. Et donc, mon souhait, monsieur L'Échevin, c'est que vous vous retroussiez les manches. C'est un super dossier. Je serai à votre place. Je serais très content d'embrasser ce dossier et de faire vraiment une étude au maximum exhaustive, avec évidemment les solutions, mais les budgets aussi liés, puisque on sait que ça peut coûter. Et en tout cas, avoir une forme de volontarisme par rapport à ça, parce que ça me paraît très, très important dans le futur. Et la technique du colibri, elle est toujours meilleure que rien du tout. Et donc, la technique des petits pas, eh bien, je pense, parce que sinon, effectivement, nos centres-villes vont devenir invivables lors des vagues de chaleur. Merci à vous. Merci pour cette question d'actualité, M. Dumont. Je vais céder la parole à M. Van Kerkhove. Merci, Monsieur Dumont, pour votre question. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, comme l'ex-échevin des finances à l'époque. Non, mais je pense sincèrement que... Alors, je tiens à préciser au préalable que c'est évidemment la végétalisation des centres-villes. C'est des compétences qui sont sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme, mais aussi l'environnement. Et donc, effectivement, l'environnement gère a déjà répondu à des appels à projets par le passé, notamment derrière la galerie Sainte-Bèche sur cette espèce de végétalisation de l'espace qui a déjà, parce que c'était un parking avant, donc il y a eu déjà des efforts qui ont été faits. On essaie d'identifier certains points noirs du territoire. Donc ça, c'est la première étape aussi. Et je sais que le service espace vert y est très attentif, et notamment sur les espèces qui plantent, qui sont aussi favorables à l'environnement et à la biodiversité, et pour aussi réduire la chaleur. Effectivement, on ne sait pas pousser les murs. Dans le centre-ville, les bâtiments existent, mais effectivement, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur les espaces qui sont non occupés pour le moment, qui sont existants et qui sont propices à l'aménagement de certains espaces verts. Et effectivement, je pense que de manière collégiale, on a des réflexions à ce sujet de manière récurrente. Et donc, moi, je serais preneur de sites à végétaliser dans le centre-ville, parce que, comme vous dites, je pense qu'à l'avenir, on aura davantage intérêt à végétaliser nos centres-villes, parce que sinon, ça va devenir des fours invivables. Donc, je suis totalement... propice je suis à l'écoute et totalement ouvert à la réflexion sur les espaces qui seraient aménageables, parce qu'il y a aussi des contraintes techniques, vous en avez parlé, notamment promenade des ours. C'est vrai que le parking, il n'y a pas que cet exemple-là, il y en a d'autres, mais évidemment, je suis ouvert, nous, notamment en collaboration avec M. Costantini, ouvert à la réflexion et à l'aménagement et à... évidemment, l'allouement, je ne sais pas si ça se dit, le fait d'allouer des budgets à ce genre de politique urbanistique et environnementale. Justement, M. Costantini voulait aussi enchaîner, donc... Mais je serai très bref, parce qu'au niveau du règlement, je pense qu'il y a une temporalité qu'il faut respecter. Oh ben voilà. Mais je voulais tout d'abord remercier pour la question. Sans surprise ou pas, c'est le terme qui a été utilisé tantôt pour mécanisme, mais moi aussi je partage et je suis... tout à fait en accord. Globalement, tout ce qu'a dit Martin est aussi extrêmement positif, et c'est effectivement des sujets sur lesquels on échange en collège. Simplement vous dire que concrètement, on réfléchit au niveau du service d'aménagement du territoire, en collaboration avec le service de l'environnement, sous la responsabilité de mon collègue, à un règlement sur la préservation des arbres en cœur de ville. Voilà, tout en sachant que s'exercent aussi les normes qui sont fixées par le code été, et malheureusement qui permet dans certaines conditions de couper un arbre sans demander un permis.
Voilà. On fait aussi la différence avec des arbres qu'il faut parfois couper pour des raisons sanitaires. Donc ça, c'est quand même autre chose. Mais globalement, on veut avoir un règlement qui préserverait à terme les arbres sur domaine privé, alors du coup, mais qui participe aussi au caractère végétal et ombrageux de l'ensemble du cœur de ville. Alors, on se verra au mois de septembre à ce sujet avec les services, mais c'est vrai que le parc qu'on veut concrétiser dans la promenade des ours est un endroit qui se voudra très végétalisé. Et là, on veut absolument, absolument des arbres aux hautes tiges. Alors, c'est vrai qu'on est passé à côté de quelques occasions manquées. Et malheureusement, on n'avait pas la main. Mais je me souviens, à l'époque, le bourgmestre a beaucoup travaillé sur ce dossier avec l'ancien bourgmestre. Quand on a refait l'ensemble de l'axe qui va du port marocain, comme on le dit, jusqu'au rond-point du Cuic, on avait la volonté de faire un boulevard avec, dans le centre de cette voirie, un espace vert, un peu comme dans l'avenue Bellemine. Et donc ça aussi, ça participait à un caractère végétalisé de l'entrée de ville. Et voilà, ce sont à chaque fois des petits îlots de végétalisation qui participent globalement à une diminution de la chaleur. Malheureusement, on n'a pas pu mettre ça... Alors, on est très attentif dans les permis d'urbanisme à essayer de les verduriser, les projets, un maximum. Donc là, on sait que, globalement, on peut toujours imposer à un promoteur de venir avec des haies, avec des nichoirs, etc., mais aussi avec des arbres. Je pense qu'il faut essayer de les imposer. Et on est aussi attentif quand on vient avec une démolition, reconstruction d'un bâtiment, par exemple, s'il y a un espace vert qui se trouve autour du bâtiment, à préserver les arbres et la végétation qui s'y trouve. Donc voilà. Après, les plans d'eau, ça, c'est vrai que c'est important. Et ça, voilà, on sait. En plus, c'est un lieu de vie. Quand on voit, par exemple, les plans d'eau à Namur, tout près du pont au-dessus de l'Enjambée, comme on l'appelle, mais c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de vie. Et donc là, on viendra avec un élément qui est la fontaine Craco. Malheureusement, elle ne serait pas prévue pour aller se baigner dedans. Mais par contre, dans le parc Promenade des Ours, c'est clair qu'il faut qu'on réfléchisse à des solutions pour avoir des jeux d'eau pour les enfants, etc. Donc la question, elle est hyper pertinente. Je pense qu'elle fait le consensus, en fait, partout dans la population. C'est juste qu'après, au-delà des souhaits et de la réalité, il faut effectivement, comme vous le dites, des gestes politiques. Donc là, il faut une volonté politique. Et puis, il faudra aussi des moyens financiers qui seront dédiés. Donc voilà, et ça, c'est vrai que c'est un vrai travail en collaboration. Et à ce sujet, avec Martin, les discussions sont présentes, et puis les services aussi collaborent entre eux. Donc voilà ce que je voulais exprimer. Merci, Monsieur Constantini. Ah, Monsieur le bourgmestre. S'y mettre tous. Mais non, je vais pas m'y mettre, et je vais vraiment être bref, simplement que au niveau factuel, on est quand même bien conscient. Je ne vais pas entrer dans les projets d'avenir parce que ça, c'est encore autre chose. Et je pense que et Martin et Benjamin ont répondu. On a un problème quand même aujourd'hui, c'est dans l'enseignement et c'est dans les crèches. Donc on a pris des dispositions avec Madame Magnier et avec Monsieur Constantini afin quand même de donner une série d'instructions à nos directions d'école et aux directions des crèches, afin qu'on puisse accueillir les enfants dans de bonnes conditions et qu'on n'ait pas de problème. Donc voilà, donc il y a un geste qui a été posé aujourd'hui en urgence, et donc ce geste posé en urgence, ça veut dire simplement des recommandations, mais aussi la non-organisation des activités sportives l'après-midi, etc., etc. Donc on a mis tout ça en place, et je salue vraiment le travail collégial qui a été effectué à ce point de vue. C'est important, je pense, de faire passer le message vis-à-vis des parents en disant que on est attentif à leur petit bout, et qu'on est attentif aussi au bien-être de nos travailleurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, je viens d'avoir un message maintenant, ils sont encore en train, de services communaux, de travailler dans les crèches pour permettre un accueil optimal demain. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Dumont. Merci pour vos réponses. Voilà, j'entends bien une forme de volonté. Monsieur Van der Kerkhove, outre le fait de dire « je suis ouvert », j'aimerais bien que vous y alliez, voilà,
que l'attitude ne soit pas uniquement je suis ouvert et j'attends que... Voilà, il faut vraiment y aller de manière volontariste. Et je vous invite à aller visiter la rue d'Ansart à Bruxelles. Et je pense que même là, par rapport à une problématique de parking, etc., faire un bac d'eau sur un passage piétonnier, ça peut être possible. Ils l'ont fait à Bruxelles, en plein Bruxelles. Et je peux vous dire qu'en passant dans cette rue la semaine passée, on sentait réellement qu'il y avait une baisse de température par rapport à la rue d'à côté, et ça a un vrai effet. Donc, je vous invite en tout cas à benchmarker aussi, hein, parce qu'il y a des idées ailleurs, et il faut s'inspirer des bonnes idées qui sont développées ailleurs. Merci. Merci. Madame Halleux. Oui, j'avais juste un témoignage, en fait, au niveau des crèches et des écoles. Mon école va bénéficier de l'aide d'un organisme qui s'appelle Urban Forest, quelque chose comme ça. Enfin, je peux vous donner les renseignements. Ils vont venir, en fait, gratuitement, enlever le béton et planter 300 mètres carrés d'arbres, une micro-forêt. C'est un projet européen. Et donc, on peut demander, poser sa candidature et profiter de ce projet qui est gratuit, donc dans les écoles, les espaces publics. Voilà. Je vous transmets ça. Oui. Oui. C'est quand même ça. Merci. Voilà, ceci clôture notre séance publique. Le prochain conseil communal, c'est le 20 juillet. Donc, je remercierai le public, la presse, pour votre présence. Et pour ceux qui partent déjà en vacances, passez de bonnes vacances.